17h30. Un poste était en jeu ce lundi, la présidence de la Commission de l'Union africaine, mais l'élection est rejetée à janvier prochain. Le 27e sommet s'est achevé sur cette impasse. Kaleta et Swapiti, deux fiertés pour l'OMVG. Des responsables de cette structure étaient sur les deux sites en quête d'inspiration. C'est à suivre dans cette édition. Et un projet activé à Macenta et Gekedou, un plan anti-Ebola avec la participation des communautés, 900 000 $ pour garantir sa réussite. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Tout d'abord, la fin des travaux du sommet de Kigali. Cette 27e rencontre des chefs d'État et de gouvernement a planché sur plusieurs sujets. Dans la balance, le poste de président de la commission ainsi que l'élection des commissaires. Sanassi Keita. Reporter ou maintenir le vote du président ou de la présidente de la commission de l'Union africaine pour succéder à la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma. Voilà ce sur quoi les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont penchés pour cette deuxième journée des assises de Kigali. L'élection a bel et bien eu lieu ce lundi matin à Kigali, lors d'un huis clos. 3 candidats sont en lice pour la succession de Nkosazana Dlamini Zuma, à savoir le Botswanais Vincent Moitoa, l'équato-guinéen Agapito Mbamokoy et l'Ougandaise Speciosa Wandira Kazibwe. Parmi eux, aucun n'a obtenu les 2 tiers des votes nécessaires lors des 3 tours de scrutin. Nous avions décidé collectivement d'organiser de nouvelles élections en janvier prochain à Addis Abeba en s'accordant le temps nécessaire pour leur préparation et en donnant l'occasion à toutes les nouvelles candidatures de se manifester. Pendant ce temps, le mandat de l'actuelle commission a été prolongé. Les discussions aussi sur l'éventuel retour du Maroc ont été reportées pour le mois de janvier prochain à Addis Abeba, en Éthiopie. La lutte contre le terrorisme et les crises au Sud-Soudan et au Burundi ont été également évoquées par le président en exercice de l'Union africaine. Nous avions également adopté le budget de l'Union, une déclaration pour le thème de l'année, ainsi qu'un certain nombre de décisions et de déclarations, y compris celles relatives aux crises au Sud-Soudan et au Burundi. Sans oublier l'institution d'un fonds de lutte contre le terrorisme à créer. Cela demandera certainement des contacts plus élargis avec les Nations Unies et avec les pays donateurs. Ces dirigeants africains se retrouveront donc en janvier prochain pour discuter davantage de toutes ces questions d'élection du président de la Commission de l'Union africaine et de celle des commissaires, ainsi que du retour du royaume chérifien au sein de l'organisation panafricaine. L'autre sujet important de ces assises de Kigali, le lancement officiel du passeport électronique africain. Tous les chefs d'État et de gouvernement ici présents dans cette capitale rwandaise sont désormais en possession de ce document de voyage. Document qui vise à faciliter la circulation des personnes, des biens et des services au sein de l'Union, en vue de dynamiser le commerce panafricain, l'intégration du continent et son développement économique. Sanassi Keita, envoyé spécial de la RTG. Les travaux du projet Swapiti se poursuivent. Ce sera l'autre grand projet énergétique de Guinée, après Kaleta. Ces 2 barrages inspirent les responsables de l'OMVG, organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, qui en marge de leur réunion la semaine passée, ont envoyé des émissaires sur les sites de Kaleta et Swapiti. Nabi Kamara. Le haut commissaire de l'OMVG et ses partenaires techniques et financiers ont visité d'abord le barrage de Kaleta, un ouvrage hydroélectrique de 240 MW qui tourne à plein temps depuis son lancement le 28 septembre 2015. De l'usine au poste de transformation et de distribution, en passant par la retenue, les hôtes de Kaleta ont été émerveillés par la qualité du travail abattu dans cette partie du fleuve Concouré. À 6 km de là, ils sont venus découvrir Swapiti en chantier. Ici, les techniciens et leurs ouvriers sont en train d'effectuer les travaux préliminaires comme la dérivation de l'eau de son lit normal par la réalisation de ces bateaux.
CWE, l'entreprise chinoise qui réalise les travaux, a démonté le pont colonial. À sa place, un pont provisoire a été réalisé en attendant le définitif en construction, tout comme le barrage qui prendra plus de 3 millions de mètres cubes de béton. Actuellement, nous sommes, je dirais, au début du démarrage des travaux de Soapiti, parce que ce sont tous les travaux provisoires qui sont actuellement en cours, hormis bien sûr le pont définitif qui est entamé, ainsi que la route d'accès bien sûr. Ces travaux préliminaires se font ainsi avant même les opérations de circulation du projet Soapiti, toutes choses qui rassurent les visiteurs. Ce projet, d'après ce que les ingénieurs nous ont expliqué, ajoute 450 MW, qui est presque 2 fois la puissance développée par Caleta. Donc vous voyez, on est très contents et nous espérons que ce chantier avancera le plus rapidement possible et qu'il n'y aura pas des vrais problèmes qui entravent sa construction et sont tels que prévus sur le planning d'exécution. Caleta Soapiti constitue un même ensemble qui contribue grandement à l'optimisation du potentiel bassin du fleuve Concouré. La nouvelle grille salariale, comment la mettre en application? Un expert du BIT, Bureau international du travail, est à Conakry. Il suggère la prise en compte de 2 critères fondamentaux, diplôme et compétences professionnelles. Baba Kouyaté. Le BIT apporte son expertise au gouvernement sur l'applicabilité de la nouvelle grille salariale des fonctionnaires et contractuels permanents de l'administration. Une réponse du gouvernement aux syndicalistes qui exigeait en avril 2015 l'amélioration des conditions de vie des travailleurs du secteur public dont les salaires seraient les plus bas de la sous-région. Nous avons sollicité du Bureau international du travail l'envoi d'un expert international pour venir évaluer la nouvelle grille établie par les cadres nationaux, évaluer donc sa pertinence, son applicabilité, mais également recueillir les recommandations de l'expert international. Et en même temps, cet expert va faire peut-être une ébauche de la nouvelle politique salariale que nous voulons bâtir en marge même, n'est-ce pas, de cette grille-là. L'un des défis de cette rencontre est d'évaluer la pertinence et l'applicabilité de la nouvelle grille en tenant compte des diplômes et des compétences des fonctionnaires de l'État. À Conakry, l'expert du Bureau international du travail s'est félicité des conclusions préliminaires du travail faites par les cadres de la fonction publique sur ce projet. Le travail qui a été fait par la commission est extrêmement sérieux en tout cas, et je trouve véritablement assez extrêmement bien fait. Je vais y travailler maintenant avec eux de manière plus précise. Ce que je peux apporter, je crois surtout, c'est mon expérience internationale, c'est-à-dire pouvoir dire par rapport à d'autres pays, ce que font d'autres pays, quels sont les enjeux généralement de ces questions de salaire dans la fonction publique. Est-ce que ça correspond aux standards ou est-ce qu'il y a des choses différentes? Ces travaux vont durer 4 jours et mobilisent des cadres des ministères du budget, du travail et de la fonction publique. Le rapport attendu dans les prochains jours sera présenté au gouvernement pour adoption. Pour l'heure, aucune date n'est encore officielle pour l'applicabilité de cette nouvelle grille salariale des fonctionnaires guinéens. La reprise des activités de la société des bauxites d'Abola Tougué sera bientôt effective. Vous voyez en image cette réunion. Et cette reprise est le résultat donc de la visite de travail que le ministre des Mines et de la Géologie vient d'effectuer en Iran. C'est un vent d'espoir qui souffle à présent sur ce projet guinéo-iranien qui était en veilleuse depuis 25 ans. Un atelier sur la gestion et le suivi, évaluation des projets, des cadres de 3 structures sont concernés, Conseil économique et social, ministère de la coopération et primature. La Banque mondiale finance les travaux avec pour objectif de mieux outiller les participants. L'agriculture et les mines, comment en faire des secteurs créateurs d'emplois par excellence pour les jeunes? La question était au cœur d'une rencontre récemment entre cadres de l'UNICEF Guinée, du ministère de la Jeunesse et de la Société civile. Vous verrez dans ce reportage en quoi la création de l'emploi permet de consolider la paix. Amadou Touré. Validation portant sur le programme de l'emploi des jeunes dans le secteur agricole et minier.
un projet de l'UNICEF qui vise à appuyer l'initiative de consolidation de la paix. Il y a une forte relation entre la paix, la stabilité et l'emploi. Quand les jeunes et les femmes ont des occupations, ont un emploi décent, ça contribue fortement non seulement à la croissance du pays, mais aussi à la stabilité. À travers ce programme, les experts ont abouti à la conclusion selon laquelle le handicap du secteur de l'emploi demeure l'inadéquation entre la formation et le marché du travail. En Guinée, 80% de la population active est en zone rurale. Quand vous entendez ces statistiques-là, il va sans dire qu'il y a une évidence qui est toute simple. Le développement de la Guinée va s'appuyer sur l'agriculture et il faut que nous investissions dans ce secteur-là pour que véritablement, parallèlement aux mines, le secteur agricole qui non seulement est pourvoyeur d'emploi mais également va résorber le chômage, il faut régler cette question de l'employabilité et ce type d'atelier est là pour mettre en place ce programme qui va adapter les formations à ces deux secteurs d'activité pour permettre aux plus sensibles, aux plus vulnérables d'avoir accès à ces opportunités d'emploi. Selon les prévisions démographiques, 330 millions de jeunes africains arriveront sur le marché de l'emploi d'ici 2025. Face à cette demande croissante, les experts sont unanimes que les gouvernements doivent multiplier les initiatives de création d'emplois. Plusieurs convergent vers la promotion du secteur agricole et minier. Des scènes de joie, mais aussi des scènes de tristesse. Le verdict est tombé pour le BEPC, brevet d'études du premier cycle. Le taux de réussite est de 53%. On notera cette année une belle progression, soit 7 points de plus qu'en 2015. Les élèves rassemblés ici pour voir leurs résultats. Demain, nous reviendrons sur cet élément avec beaucoup plus de détails. Des candidats heureux qui sont en train de manifester leur joie et d'autres se regardent avec plus de tristesse. Les dernières grandes pluies qui sont tombées sur Conakry récemment ont endeuillé quelques familles en Tanor dans la commune de Matoto. Ce matin, la Croix-Rouge a apporté une assistance aux sinistrés ou à leurs familles, des kits pour leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette épreuve. Moussa Komara. Une semaine après le drame causé par les grandes pluies en Tanor, la Croix-Rouge guinéenne vient au secours des familles sinistrées. Avec l'appui du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, l'institution offre ses kits pour compenser quelques pertes matérielles enregistrées après la catastrophe. Le rôle premier de la Croix-Rouge, c'est d'intervenir en cas de catastrophe. Cette catastrophe qui a tué plusieurs personnes ne peut pas passer inaperçue au sein de la Croix-Rouge. La fédération est prête à appuyer ou continuer à appuyer la société nationale quand il y a des catastrophes naturelles. Nous sommes ce matin sur le terrain, derrière notre chère société nationale, et pour que les gens puissent voir une autre image, pas celle où on voyait des volontaires en train de ramasser les corps, mais où les volontaires ont fait une évaluation après cette catastrophe, où ces volontaires sont en train de procéder aux distributions des produits de première nécessité pour essayer de remonter la famille qui a été durement éprouvée. C'est qu'ils sont composés de seaux, de couvertures, de casseroles, de flacons de gel, de plastique en robinet, de savon. Un geste pour réconforter ces familles encore sous le choc. C'est la joie. Vraiment, on est content de ce qu'ils nous ont fait. Donc, on n'a pas beaucoup de choses à dire, mais on est très content d'eux. Le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge s'engage à multiplier des actions humanitaires partout en Guinée. Côté gouvernement, une mission de la direction de l'action humanitaire du ministère de l'administration du territoire est attendue pour évaluer les dégâts sur le terrain. Macenta et Gekedou pour la mise en pratique d'un projet pilote post-Ebola. Il vient d'être activé pour renforcer la surveillance épidémiologique. Le projet va coûter 900 000 $ à l'USAID et s'appuie sur une implication des communautés. Fatima Toudjalo. Une nouvelle bataille qui s'annonce pour Plan International Guinée. L'institution vient de lancer les activités de surveillance épidémiologique à base communautaire dans les préfectures de Macenta et de Gekedou. Je ne peux pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait épidémie, mais que la communauté puisse être capable d'identifier à temps
et prendre les dispositions pour empêcher la propagation, n'est-ce pas, de l'épidémie. Nous avons la rougeole, la méningite, le choléra et la poliomyélite. Donc ces agents communautaires sont informés de tous les signes de ces maladies. Ils ont un certain nombre d'événements que les AC doivent rapporter à leur niveau et eux, à leur tour, rapportent au niveau de la DPS. Identifier et remonter les cas suspects d'épidémie est le rôle des animateurs communautaires. Pendant 6 mois, 1395 agents vont sillonner les 18 communes concernées. Pour réussir cette mission, ils bénéficient du soutien des partenaires au développement. Plan international à travers le consortium OIM, première urgence internationale à Lima et, grâce au financement de l'USAID, réitère sa volonté inlassable à accompagner le ministère de la Santé dans le renforcement de la résilience des communautés en Guinée forestière. Cette démarche vise aussi à développer l'éducation sanitaire au sein des communautés. La surveillance des maladies dans nos villages, dans nos quartiers, est un moyen efficace qui va nous permettre désormais d'éviter des endémies, des maladies telles que le choléra que nous avons connu en première position et l'Ebola qui vient de nous ébranler tous. Cette pièce de théâtre retrace les activités quotidiennes des animateurs dans le combat contre les maladies à potentiel épidémique en Guinée. En religion, l'Église catholique de Guinée reçoit 4 nouveaux prêtres. La cérémonie d'ordination s'était hier à Kissidougou et a été présidée par l'évêque de Kankan. Les nouveaux prêtres vont bientôt rejoindre leurs localités respectives pour leur première messe. Bernard Tonguini. 4 nouveaux prêtres, un engagement. Servir désormais l'Église. Père Martin Faratongino, les abbés Joseph Diallo, Jean-David Koumano et Gabriel Delano reçoivent le sacrement de l'ordre. Ils renoncent ainsi à leur vie de famille pour se consacrer à la religion. Aujourd'hui, Dieu accomplit dans notre maison diocésaine de Kankan notre salut par l'envoi de ses serviteurs que sont ces nouveaux élus, ces nouveaux prêtres. Les jeunes prêtres sont conscients de la mission qui leur incombe désormais, celle de répandre la parole de Dieu au sein des communautés. Nous sommes devant vous aujourd'hui comme une réponse à vos ferventes prières adressées au Seigneur en vue de l'envoi des ouvriers à sa moisson. Plus qu'une cérémonie religieuse, c'est une véritable fête pour la communauté chrétienne. Des fidèles qui font leur espoir pour l'expansion de la religion à travers ces nouveaux disciples du Christ. C'est d'abord une grâce pour tout croyant et surtout pour tout catholique. Avoir un prêtre dans la famille, c'est vraiment une grâce que Dieu nous accorde. Au nom du gouvernement, nous sommes venus témoigner notre sentiment de satisfaction et l'accompagnement du gouvernement à l'église guinéenne. Des cantiques et pas de danse témoignent la joie des fidèles tout le long de la cérémonie. Les nouveaux engagés reçoivent des cadeaux conformément à la tradition de l'Église à chaque ordination sacerdotale. Les jeunes prêtres célébreront leur première messe cette semaine, chacun dans son village natal. Tout Kankan est encore sous le choc depuis le décès mercredi dernier du Sotikémo de la préfecture. L'illustre disparu a rejoint sa dernière demeure vendredi. Les jeunes surtout ont tenu à accompagner le corps jusqu'au mausolée Mbemba Koro en présence d'une délégation du gouvernement. Retour sur les funérailles du doyen de Kankan avec notre reporter Fodé Bangali Fofana. Ce vendredi 8 juillet, 5 jours avant sa mort, il avait convoqué chez lui au quartier Kabaga une rencontre axée sur l'unité, particulièrement la jeunesse de Kankan par rapport à la sauvegarde des acquis de la République à Kankan. Une rencontre au terme de laquelle il a formulé ses bénédictions.
82 ans, le vieux sage n'était plus en bon état de santé. Ce 27e doyen de la ville de Kankan aura fait 2 ans, 2 mois, 13 jours de règne à la tête de Baté. Au-delà de Kankan et de la route Guinée, c'est la Guinée toute entière, les 4 régions qui sont dans la compassion. Tant l'homme par sa sagesse, par sa disponibilité, à œuvrer et contribuer à la paix, à la concorde et à la convivialité entre les Guinéens. Nous nous souviendrons pour longtemps des sages conseils, n'est-ce pas, qu'il donnait par-ci par-là pour pouvoir amener les uns et les autres à serrer la ceinture autour du président de la République, mais dans un esprit collégial de paix. Ce disparu a été accompagné par une foule nombreuse d'hommes et femmes, jeunes et vieux, pour son repos éternel ici au mausolée sacré de Kankan, appelé Bembakoro, dans le quartier Banankroda, où reposent ses dévanciers doyens et autres illustres imams de Kankan. Paix à l'âme du doyen de Kankan. Mandela Day, célébré par la Société de téléphonie MTN Guinée, d'autres groupes de la place étaient aussi de la partie pour accompagner l'ambassade d'Afrique du Sud dans la célébration du 18 juillet. Nelson Mandela, une icône que le monde ne peut pas oublier. Plus reportage de Maïmouna Bella Diallo. Cette journée proclamée par l'UNESCO le 10 novembre 2009 est célébrée chaque 18 juillet à travers le monde. Durant cette journée, chaque citoyen est appelé à consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une œuvre au service de la collectivité. On ne peut pas être en marge de la célébration d'une icône de l'Afrique qui est Mandela. Donc c'est dans ce cadre, en tant que banque panafricaine, cet homme panafricain, nous avons été vraiment marqués pour venir assister l'orphelinat à travers des vivres, des sacs de riz, des bidons d'huile, des cartons de lait, et puis des t-shirts, des tasses de thé pour les assister afin qu'ils puissent bénéficier vraiment de tout ce que nous avons comme confort d'assistance à travers ces 67 minutes que nous allons faire pour la journée de Mandela que nous faisons. Nous avons été sollicités par l'ambassade, comme je le disais tantôt. Nous avons apporté notre modeste contribution pour aider à améliorer, disons, les conditions de vie des pensionnaires de l'orphelinat Fodes. Nous avons envoyé du sucre, du lait pour une valeur d'un peu plus de 1 500 $. MTN Areba, un grand opérateur téléphonique de la place, s'est fortement impliqué dans la réussite de cette journée en Guinée. Plusieurs cadeaux sont distribués aux clients. Ce genre d'événements, ce n'est pas des événements qui sont extraordinaires pour MTN, parce qu'en notre sein, il existe déjà un programme qu'on appelle Yellow Care, qui est un programme, n'est-ce pas, de retour vers les communautés pour, n'est-ce pas, apporter un peu plus de sourire aux communautés. L'ONG Le Foyer de l'Espoir reçoit un lot important de vivres et kits scolaires. Un geste humanitaire qu'encourage l'ambassade d'Afrique du Sud en Guinée. Elle est l'initiatrice de l'événement qui célèbre le héros Nelson Mandela. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 50 millions d'enfants qui sont abandonnés dans la rue. Et cet événement n'aurait pu avoir ce succès sans l'intervention et la participation de tous nos sponsors. Toute entreprise implantée dans un pays, quel que soit le pays, a une responsabilité sociale. Aujourd'hui, vous avez vu nos sponsors. C'est un acte de responsabilité sociale que les sponsors ont posé. Le fait de vulgariser, de médiatiser cet événement passera dans l'oreille de d'autres entreprises qui doivent comprendre également que la responsabilité sociale n'est pas négociable. Nous sommes très touchés et nous sommes ravis, très contents de voir toutes ces institutions venir ici pour faire des dons à notre orphelinat. Ces dons nous vont droit au cœur et nous saurons prendre toutes les dispositions pour que vos objectifs soient atteints, à savoir subvenir aux enfants déshérités, aux enfants orphelins, aux enfants qui sont abandonnés. Tous ensemble vers un monde sans discrimination de race et pauvreté. C'est le slogan de cette journée historique, un appel auquel MTN Guinée et les autres partenaires ont répondu en ce jour consacré à Nelson Mandela Madiba. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain.
La marque TCL, leader mondial de la climatisation, arrive en Guinée avec la galerie